Patrick, merci. Je vais commencer par poser quelques questions de petites notes que j'ai prises. Après, on ouvrira les questions à la salle. D'abord, une question pour Jean-Christophe. Vous avez parlé de l'importance des références, c'est-à-dire de dire que voilà, travailler avec ERDF, se frotter avec ERDF, je crois que c'est le mot que vous avez utilisé, était effectivement significatif pour une PME. Est-ce que le mode opératoire de RDF est considéré que si vous faites travailler une PME, une start-up, pour des références, est-ce que le RDF est prêt à payer pour son produit, ou est-ce que c'est, écoutez, on vous fait rentrer dans notre écosystème, donc on considère que c'est un terrain de jeu pour vous et donc ce n'est pas payant? Non, le plus souvent, concrètement, pour aider des PME ou des startups innovantes à mettre le pied à l'étrier, on apporte soit du financement en numéraire, soit du temps d'ingénieur ou de technicien qu'on met gratuitement dans la balance. Alors ça peut être à travers des grands projets, comme le signalait M. Zucchetta, sur les investissements d'avenir ou les programmes de l'ADEME, etc. Mais ça peut être aussi en direct. Je vois Philippe Glusac, là, le fondateur et PDG d'une petite start-up de Sofia Antipolis qui s'appelle Grid Pocket. Alors son but, c'est pas de mettre tout le réseau électrique dans la poche, mais voilà, des startups comme ça qui ont des idées très intéressantes. Eh bien, on essaie de détecter des projets en limite de technologie pour nous, et on les bâtit ensemble, et puis on constitue des références pour Grid Pocket, et puis nous, ça nous permet de prendre des décisions sur est-ce que c'est la décision à prendre, est-ce qu'on creuse, etc. D'accord. Monsieur Tournaire, vous avez dit quelque chose qui était très intéressant sur le fait que finalement le focus pour vous, compte tenu de votre industrie, c'était toujours d'améliorer le coût d'obtention du produit ou alors le process. Est-ce que vous conseillez donc à des PME ou des startups qui vont venir vous voir de vraiment bien se renseigner, de bien connaître, de bien maîtriser justement votre process, votre produit? On a souvent le problème dans l'accompagnement d'avoir des entreprises qui finalement vont un peu tous azimuts. La cible est très large, donc on va aller appeler Luc Tournaire parce que c'est une PME de la région. Ou est-ce que vous accueillez plus volontiers des gens qui ont vraiment préparé leur dossier et qui comprennent ce que vous faites? Ah oui, j'accueille plus volontiers des gens qui comprennent ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a des tas d'innovations technologiques aujourd'hui qui sont intéressantes, mais dont la valeur perçue ou la valeur ajoutée va être insuffisante pour qu'on dise on va passer du temps là-dessus, puisque ce n'est pas directement dans notre cœur de procédé. Mais aujourd'hui, si j'ai une entreprise innovante qui vient me montrer comment elle va me garantir que j'ai un moyen de test, par exemple sur les bouteilles qu'on fabrique, qui me permet de garantir qu'il n'y a pas de trou. Mais pas de trou, ça veut dire, aujourd'hui on sait détecter un trou à 0,2 mm de diamètre. Mais aujourd'hui, un client qui emballe des produits dangereux, même un bidon par million percé sur sa ligne, il n'accepte pas. Par exemple. Ou d'autres problèmes de défaut d'aspect. Quelqu'un qui arrive avec un système de vision qui est capable de m'éliminer les défauts d'aspect, ça va m'intéresser. Et on va être prêt à investir, à accompagner et à travailler avec. Parce qu'effectivement, nous, on n'a pas les ressources internes. Alors justement, pour rebondir sur cette question-là, souvent la problématique de la start-up, c'est de dire mais pour connaître, il faut que j'aille voir déjà une première fois. Est-ce que vous êtes prêt à accueillir des startups qui vont venir observer ce que vous faites pour comprendre, pour pouvoir justement vous proposer quelque chose. Donc pas forcément vous faire perdre du temps à vous, parce que votre temps qui est précieux, ne pas forcément faire perdre du temps à vos équipes en passant du temps à leur poser des questions, mais juste en observant le procédé. Alors il faut bien évidemment que cette startup apporte une solution qui a un rapport avec votre industrie, mais est-ce que vous êtes prêt à accueillir des gens qui vont venir faire de l'observation en vue de vous proposer quelque chose qui pourrait être bénéfique? Oui, bien sûr. Oui, absolument. Alors, Monsieur Zucchetta, moi je voudrais
vous avez parlé des programmes collaboratifs, je vous en remercie parce que c'est très important. Tout à l'heure, Jean-Yves a souligné avec beaucoup de justesse les différences culturelles qu'on avait entre la France catholique où l'argent est mal et l'Amérique, vous n'étiez pas là tout à l'heure, où l'Amérique protestante où l'argent est le synonyme de l'élu de Dieu. Donc cette différence culturelle fait qu'on ne pourra pas faire du 06, donc de Sophia Antipolis ou de Mandelieu jusqu'à Menton, on ne pourra pas faire de cette zone la nouvelle Silicon Valley. Mais vous avez parlé des projets collaboratifs. Les projets collaboratifs, ce sont vraiment, c'est une arme française qui est assez unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus l'impact financier que peut avoir un projet collaboratif sur une start-up? C'est-à-dire, est-ce qu'elle doit avancer des fonds pendant 2 ans? Est-ce qu'elle a un risque de se faire prendre son innovation par le grand groupe ou un des autres partenaires? Voilà, si vous voulez un petit peu élaborer sur ce sujet. Alors, le principe du programme collaboratif, si on prend un programme collaboratif de type européen, par exemple Framework Plan, il faut un certain nombre de partenaires répartis sur un certain nombre de pays et des partenaires qui soient à la fois typiquement industriels, centres de recherche, universitaires. Alors, ça impose quand même de ne pas être tout à fait une start-up, parce qu'il faut au moins avoir 3 bilans, hein, effectivement, avoir une certaine quantité de fonds propres, puisque le principe, c'est qu'on va vous aider grosso modo à hauteur de la moitié, mais ça veut dire qu'il faut que vous soyez capable d'investir l'autre moitié, effectivement. Donc ça, c'est quand même un point. Il faut quand même que le bilan de l'entreprise, effectivement, soit suffisamment simple pour pouvoir se lancer dans ce type de programmes, qui sont des programmes relativement gros, hein. On parle de plateformes qui vont varier de, on va dire, 7, 8 à 15, 20 millions d'euros sur la totalité des partenaires, hein, en termes de subventions, d'aide, hein, voilà. Sur la partie alors de protection, alors là tout est bien organisé. Il y a ce que l'on appelle des consortium agreements, hein, donc des contrats entre les partenaires qui vont définir ce que vous avez avant, qui vous appartient, ce que vous allez faire en commun avec des partenaires, ce qui va rester propre chez vous. Voilà. Donc tout ça est codifié. L'Europe aide effectivement. Et donc, alors c'est une négociation qui peut être plus ou moins longue, effectivement, en particulier quand vous avez des grandes sociétés en face, bon, je citais comme Technicolor. Il est évident que la propriété intellectuelle est un sujet très important dans un programme collaboratif, mais il y a effectivement des choses qui sont en place. Vous pouvez faire appel à des consultants pour vous aider dans cette démarche. Donc, c'est pas un souci. Nous, on n'a jamais eu de problème de propriété intellectuelle suite à une sortie, effectivement, une fin de programme collaboratif. Voilà. Mais c'est effectivement quelque chose qu'il faut garder en tête, effectivement. Donc merci. On va ouvrir les questions dans la salle. Donc, pour un des trois, je vous demande d'utiliser, Jean-Yves, le micro, cette fois-ci. Celui-là ? Ouais. Juste avant de poser ma question, je voulais signaler qu'il y a Via Innoveo, qui est une entreprise qui expose parmi les intervenants enfin les participants d'aujourd'hui, qui est spécialisée dans le product management et le marketing de l'innovation. Donc je vous encourage, pour ceux que ça intéresse, à aller discuter avec eux. C'est un SMH de Schema. Ma question, ou ma remarque, elle est que on a eu là 3 exemples très intéressants de choses qui fonctionnent et qui peuvent être amplifiées dans notre écosystème régional. D'abord, effectivement, ce que fait ERDF, c'est un modèle parce que il y a besoin effectivement de passeurs. C'est un petit peu le visionnaire que j'évoquais tout à l'heure. Ça prend effectivement une forme différente, c'est bien que vous l'illustriez. D'avoir une porte d'entrée privilégiée pour ces entreprises, c'est très bien. Ce que je vois moi en tant qu'accompagnateur, par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est de bien leur donner la visibilité de là où en est le projet et ce que vous faites avec eux dans toute la chaîne qui va aller jusqu'au marché. Parce que, effectivement, vous avez la capacité à mobiliser des ressources, disons, exploratoires. C'est peut-être juste une démonstration de faisabilité, c'est un pilote, c'est pour voir, c'est de la veille, etc. Quand je leur pose la question, mais c'est quoi le statut exactement de nos projets? Et est-ce que les patrons de business units sont au courant? Est-ce que c'est dans une roadmap quelque part pour mettre sur le marché, etc. Ils ne savent pas. Donc quelque chose qui est très important, c'est de donner en retour la visibilité sur votre process interne et de savoir à quelle distance dans le temps se trouve cette expérimentation par rapport au marché et quel est le facteur de probabilité à un instant donné. Ça, c'est extrêmement utile. Dans cette quête de où est mon bon marché, en fait, on a besoin de ce retour pour le savoir. Et donc ça peut être une grosse aide pour les entreprises de leur donner honnêtement cette visibilité-là. Et en plus, ça les éduque, ça les forme. Ce que disait Luc aussi,
Effectivement, dans les PME, on peut accéder aux dirigeants, mais il faut que le dirigeant, et ça, nous, chefs d'entreprise un peu plus établis, je pense qu'on a ce devoir, si on croit dans cette notion d'écosystème d'innovation, de passer un peu de temps pour faire visiter les installations, pour que les gens connaissent nos besoins, leur donner du retour, exactement ce que tu as dit, Luc. Ouais, c'est pas complètement notre cœur de métier, donc pour nous, ça n'a pas de valeur ajoutée suffisante. C'est le nice to have dont je parlais. C'est ouais, ok, mais... Donc, à nouveau, de leur faire ce retour, de leur expliquer pourquoi c'est pas si intéressant que ça fait partie de leur formation. Et il faut avoir l'honnêteté de leur dire, et de peut-être leur dire, peut-être que vous devriez discuter avec un tel ou un tel dans le réseau, parce que là, peut-être c'est plus proche de ce qu'ils cherchent. Donc là, on doit aussi les aider à les former, puisqu'on sait qu'il y a un déficit de formation et de sensibilité dans ce domaine-là. Je pense aussi, ce que tu évoquais, les problèmes de trous, personne ne le sait. Moi, je ne sais pas, tu as ces problèmes-là. Donc une entreprise jeune, comment peut-elle savoir dans l'écosystème qu'il y a une entreprise qui a ce genre de problème? Comment ils peuvent même savoir que Doremi existe? Moi, j'ai fait la connaissance de Patrick il y a un an, par hasard, à un dîner avec des banques. On a un leader mondial, voilà, je ne savais même pas, moi, c'est de la high-tech, c'est de l'IT, c'est mon secteur, plus ou moins. J'en étais pas conscient. Donc, on a un problème de faire savoir qui on est et les problèmes qu'on a. Et il y a aujourd'hui des démarches, aux États-Unis ça développe pas mal, de crowdsourcing d'idées, des choses comme ça. Il y a des endroits où les gens disent, voilà, j'ai ces problèmes-là, et puis voilà, la masse donne des idées. On pourrait peut-être réfléchir à ça, nous qui sommes orientés IT dans ce département. Et puis l'exemple de Patrick est très intéressant parce que je crois qu'on a plus de leaders que ce qu'on croit. On a un certain nombre de PME, bien sûr les grands groupes sont eux davantage connus, mais leurs besoins et leurs priorités ne le sont pas forcément. Donc il faut qu'ils se mettent en avant aussi, et qu'ils le fassent savoir. Et puis il y a un certain nombre de PME qui sont numéro 1, numéro 2, numéro 3 mondiaux de leur secteur, on ne le sait même pas. Ces gens-là, c'est super, parce qu'en fait, ils ont la capacité à réagir vite, ils sont câblés innovation tous les jours, c'est leur mode de survie, donc ils sont prêts à capter de l'innovation. Ça ne fait pas si longtemps qu'ils étaient une petite boîte, donc ils sont plus tolérants, ils comprennent la culture, ils savent comment gérer ça, et ils peuvent entraîner des technologies à l'international parce qu'ils ont quand même ce leadership mondial. Donc ça aussi, il faudrait faire plus savoir. Les Doremi, ils sont où et ils font quoi et c'est quoi qui les intéresse. Ça, il faudrait le mettre beaucoup plus en évidence. Il faudrait qu'on partage plus cette information-là pour donner du momentum à cet écosystème. Donc on a vraiment des choses intéressantes à faire. On peut faire des choses avec un investissement en temps raisonnable. Mais je crois qu'il faut qu'on se préoccupe d'éduquer nos jeunes pour tendre la main et leur donner des éléments qui leur permettront d'être plus pertinents. Je veux dire, on aura tous à y gagner, mais il faut que des deux côtés on fasse une partie du chemin.